Bonsoir à tout le monde. Bien, on inaugure on débute notre quatrième rencontre philosophique dans le cadre du nouveau Journal des chercheurs, qui a ouvert, je le rappelle, en 2022. C'est pas encore très ancien. 2022 donc, et il y a, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'aller le visiter, il y a pas mal de textes nouveaux. Actuellement, au total, on doit avoir à peu près 220, 230 textes de tout type, des textes de recherche, des textes de réflexion, des textes, des poèmes bien entendu. Pas seulement de la main de René Barbier, hein, on a aussi, je vous vois là, enfin, je te vois, il y a des textes de Myriam, il y a des textes de Philippe, il y a des textes de Christophe Forgeot qui n'est pas là, et puis d'autres que je ne me pardonne pas d'oublier, mais je m'en excuse auprès d'eux, de ne pas citer leur nom. Puis deux, trois textes de moi aussi, comme ça, au passage, voilà. Il y a aussi pas mal de nouveaux enregistrements audio, hein, qui nous ramènent dans les archives, dans les années 2000, même avant 2000. Et puis des vidéos aussi. Et la dernière vidéo qui a été mise en ligne, elle est très très récente, elle a été mise en ligne ce matin. C'est celle du spectacle hommage qu'elle en avait donné à René Barbier le 15 janvier 2018. Voilà, on avait donné un spectacle de 2 heures dans un théâtre, un vrai théâtre à Paris. Et donc il avait été filmé et là on vient juste d'obtenir du cinéaste la bande vidéo. Donc si vous avez envie de voir ce spectacle uniquement composé de textes de René Barbier, à nouveau des textes de tout type, mais aussi de beaucoup d'iconographie, beaucoup de photographies qui étaient projetées en arrière-plan, et le tout accompagné par un ancien étudiant devenu prof national de musique, qui était venu pour nous jouer ce soir-là des morceaux d'accordéon qui venaient ponctuer les différents moments du spectacle hommage. Donc c'est en ligne sur le journal des chercheurs depuis cette nuit, vous pouvez aller le voir sans aucun problème. Vous le trouverez facilement dans la première page actualité, hein. Il doit être tout en haut. Alors donc ça nous amène donc à la thématique de l'image par rapport à René Barbier, qui n'était donc pas qu'un auteur au sens texte, au sens poème, au sens littéraire, au sens recherche. Il faisait également beaucoup usage de l'iconographie de tout type. Il avait, je trouve, surtout sur la fin, un côté iconophile, hein, où il faisait usage à peu près de tout type de possibilités d'illustrer ses textes sur le journal des chercheurs. Mais ça, c'était pas très très récent chez lui, puisque dans de très anciens ouvrages, comme celui-ci que vous devez peut-être connaître, je vous le montre. Ça s'appelle Golem, surtout pour les poètes, hein, vous devez le connaître. Hein, ça nous ramène dans les années 1970. Et dans cette longue succession de poèmes de René Barbier sur le thème du golem, eh bien voilà, il y avait des illustrations, hein, il y avait constamment des illustrations à chaque page, quasiment. Alors, dans ce recueil de poèmes, ce n'était pas des dessins de lui, c'était des dessins de Jean Cuyera, que je ne connais pas, mais qui tombaient pile poil en adéquation avec ce que les poèmes de René disaient dans la page de droite. Voilà. Alors ensuite, on trouve pas mal d'iconographie de René du côté de ses ouvrages beaucoup plus classiques, hein, comme l'approche transversale. Vous savez, le penchant qu'il avait pour les graphiques, pour les schémas en tout genre, comme celui-ci par exemple, hein. En général, ces textes de recherche en étaient absolument remplis. Parfois, il n'était pas simple de les lire, mais en tout cas, il nous aidait véritablement à synthétiser ne serait-ce que visuellement, une pensée qui était la sienne, à savoir une pensée souvent très très spiralée,
qui éclatait dans différents domaines en fonction de son goût pour la multiréférentialité, pour la transdisciplinarité. Et la récurrence de ces schémas était vraiment une aide à tenter de retrouver son chemin en tant que lecteur dans dans ce qu'il nous proposait. Alors dans le PowerPoint, on en a mis quelques-uns, hein, je crois, hein, voilà. D'ailleurs, il y en a certains qui ont servi à illustrer le fond du théâtre lors du spectacle que j'ai évoqué tout à l'heure de 2018. Alors les dessins, outre les schémas, les dessins sont nombreux. Il y en a à la main, hein, que l'on trouve de sa main à lui, que l'on trouve sur le journal des chercheurs, dans différents articles, ici et là. Et ces dessins à la main furent suivis aussi de dessins faits sur ordinateur dès que René a pu s'en procurer la méthode d'utilisation, hein. Et là, on en trouve véritablement beaucoup, également qu'on avait utilisé dans le même spectacle. Mais vous les découvrez à la fois dans le PowerPoint, vous les découvrez également au gré des pages du journal. J'ai noté aussi, bien sûr, le rapport à la photographie. Hein, c'était très, très difficile avec René Barbier de passer une journée sans qu'il essaie de vous photographier un moment. Alors, il ne faisait pas encore de selfie à l'époque, hein. C'est pas l'adepte du selfie, mais toute occasion pour faire des photographies était bonne. Alors que ce soit des occasions conviviales, je sais pas, un repas ensemble, un repas avec des amis, tôt ou tard, l'appareil photographique sortait et la photo était prise. Mais il en allait de même très très fréquemment avec les groupes de formation, hein. C'était très rare de vivre une journée de formation avec lui, sans qu'il y ait à nouveau l'appareil photo qui surgisse et qui fixe le moment. Et d'ailleurs, du coup, à revoir toutes ces photos aujourd'hui, à mon avis, on ne les a pas toutes, hein, il doit en rester quelque part, je ne sais pas où, diffusées sur Internet, mais il y en a certainement des centaines. Et ça fait bizarre d'ailleurs parce que quand on les retrouve, les photos ont vieilli, mais nous en même temps, évidemment. Même si on est jeune sur les photos, plus jeune sur les photos, malgré tout, on voit que c'est plus ça, quoi. Alors la vidéo, et puis après je vais essayer d'abréger un peu. La vidéo, il y en a beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup sur l'ancien journal des chercheurs, enfin l'ancien, le journal des chercheurs première façon. Et il y en avait déjà beaucoup, beaucoup, des dizaines et des dizaines. On en a retrouvé pas mal jusqu'à maintenant. J'espère qu'on va encore en trouver encore. Mais actuellement, on doit avoir quelque chose comme 20 heures de vidéos, 20 heures de vidéos réalisées par René lui-même, et puis auquel viennent s'ajouter à peu près une dizaine d'heures, disons, de vidéos d'autres types, dont la vidéo que j'ai évoquée tout à l'heure du spectacle de janvier 2018. Voilà. Alors la relation à la vidéo, c'était quelque chose de très simple pour René, surtout à la fin. Alors je ne parle pas de la fatigue physique, mais je parle aussi de l'attitude qu'il avait vis-à-vis de la publication. Publication de textes, publication dans des revues, publication d'ouvrages, où il se demandait si au final valait mieux pas enregistrer sa pensée en audio ou en vidéo, ce qu'il faisait quasiment presque chaque jour à la fin, et à mettre ces vidéos ou ces audios directement sur le net via le journal des chercheurs. Peut-être qu'il voyait là un moyen de diffuser la pensée tout aussi efficace que les modes d'édition et de publication habituels. Mais du coup, pour nous, aujourd'hui, ça nous laisse des traces en très grand nombre. Et vous les trouvez là aussi, bien sûr, sur la vidéothèque du journal des chercheurs. Alors, la relation au cinéma aussi, et donc aux vidéos, cinéma, on n'est pas loin. Euh, René parlait souvent de cinéma, même dans ses cours, hein. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais souvent il évoquait des films qu'il avait vus. Alors il le faisait dans les cours, mais aussi en privé. Et d'ailleurs, dans l'approche transversale, le livre, l'approche transversale, à nouveau, lui,
il y a un long passage sur le film de Claude Sautet, Un cœur en hiver, hein, qu'il utilise d'ailleurs, enfin le scénario du film, il utilise le scénario du film pour renforcer certains passages de sa théorie de l'écoute sensible. C'est vers la fin de l'ouvrage, si vous l'avez sous la main, je crois que ce doit être, je l'ai peut-être noté, ouais, c'est en page 299, et il y a 4 ou 5 pages sur le film. Mais souvent, par ailleurs, sur d'autres films, il y revenait. Et sur la fin, je me souviens qu'on discutait aussi parfois de séries. Alors, il n'était pas sériephile, hein, comme on dirait, facilement aujourd'hui, mais il, euh, il avait bien discuté de ce qu'il voyait dans les séries. Voilà. Et pour terminer, bon, bah, l'intelligence artificielle, il n'en a connu que les premiers pas. En tout cas, il n'a pas connu ChatGPT, il n'a pas connu Gemini sur Google, euh, ni les autres dispositifs, mais on peut supposer que par rapport à l'image, il aurait certainement, et non seulement d'ailleurs par rapport à l'image, mais comme notre thème c'est l'image, on peut supposer qu'il aurait essayé de bricoler des choses, peut-être des schémas d'ailleurs, pour ce qui est du réflexif, des schémas d'un autre type que lui aurait permis l'intelligence artificielle pour à nouveau rendre compte, synthétiser ce qu'il développait dans sa pensée de façon discursive et écrite. Voilà, et certainement l'aurait-il utilisé aussi peut-être pour inventer des choses visuelles qui n'étaient pas encore inventables, hein, si je risque le néologisme, à son époque. Alors voilà ce que j'avais un peu à dire. Et bon, là c'est un peu froid tout ce que je dis, mais il y a aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions à revoir ses dessins, à revoir ses images qu'il crée lui-même, et puis aussi bien sûr ces vidéos qui permettent de le rencontrer à nouveau. Mais pas seulement lui, aussi certaines d'entre nous. Voilà, donc c'est un rapport, vous voyez, un peu foisonnant, hein, que celui de René à l'image. Ça aurait été bien si on avait eu un cinéaste parmi nous, parce qu'en parlant de cinéma, on a été au moins avec lui 2 fois dans un film. Alors je dis avec lui, nous avons été, ça y est, Florent au moins, hein, que je vois là, Florent et puis moi-même, quand je ne joue pas dans le film, mais il est dans un film, René, on le voit très brièvement. Il dit deux, trois répliques dans ce film qui s'appelle L'éducation s'en viendra au long des jardins. Hein, vous le trouvez sur le net. L'éducation s'en viendra au long des jardins. René nous donne 2, 3 répliques et puis on le voit quasiment constamment à l'image dans la comment dire dans le public qui figure, un public de soutenance de thèse. Voilà. Et puis également un film auquel j'avais pu participer lorsque était sorti un livre qu'on avait fait à trois sur le management avec René Barbier, François Fourcade et puis moi-même, donc, qui suis le seul survivant de ce livre. Et Dimitri Sandler, le cinéaste que je n'ai pas cité mais que je cite maintenant, qui a filmé le spectacle de 2018, avait fait un film à la sortie de ce livre sur le management. Et on le trouve aussi, ce film, sur le journal des chercheurs. Et je me souviens, René avait bien aimé euh, parler face caméra, comme ça, face à un vrai cinéaste. Ça avait été un plaisir, je crois, cet après-midi-là. Voilà, bon, je vous laisse et poursuivre le petit chemin de fer qu'on s'était fait. Maintenant, c'est à toi, Florent, si tu veux bien dire quelques mots. À moins que tu sois trop occupé. Non? Non. Et je coupe mon micro. Merci Christian, bienvenue Edith. Peut-être si tu veux bien couper ton micro Edith parce qu'on a des problèmes de mise en son circulaire. Merci beaucoup Christian pour tout ce panorama. Alors je cherchais quelque chose en t'écoutant parce qu'il m'est revenu qu'il y a de cela, au début des années 2000, j'ai fait un tableau
où on va retrouver un tableau conceptuel, où on va retrouver la plupart des médias que tu viens d'évoquer. Alors, je vais voir comment je peux partager mon écran, si j'y arrive. Et puis après, ce que j'aimerais, tu avais fait un très beau diaporama avec plusieurs œuvres de René à différentes étapes de sa vie. Et si tu me permets, je le passerai également. Comme ça nous donnera du corps et du contenu aux deux présentations qui s'enchaînent. Alors, j'essaye de voir, ça, c'est partager votre écran. C'est celui-là. Voilà, alors moi il apparaît tout petit, je ne sais pas quelle taille il fait chez vous, ou si vous avez moyen peut-être de l'agrandir. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors rouvre ton micro. Oui, c'est bon? Ok, super. Donc c'est un travail que j'avais fait quand j'étais dans un laboratoire, j'étais à l'ENS Cachan à l'époque, un laboratoire sur quelque chose comme l'ingénierie didactique. Et donc, je m'intéressais à ce moment-là, dans la suite de ma thèse qui portait sur la vidéo numérique, justement, à ce que j'avais appelé les ITT, les images transformées et transportées. Bon, c'est un acronyme qui n'a pas connu de gloire, hein, ITT. Moi-même, je l'avais oublié. Ça m'est revenu en allant repêcher mon propre schéma. Et donc, en fait, se trouvent ici trois types d'images. Les images fixes, les images fixes ou dynamiques et les images dynamiques. Donc, ce sont les images placées dans des flèches, des ronds ou des panneaux qui ressemblent à un stop. De gauche à droite, on a des images véristes, c'est-à-dire qui reproduisent le plus possible la vérité, et à droite, les images conceptuelles, où on va retrouver plutôt les schémas, les plans de masse, etc. Et en vertical, comme ça c'est rapporté à ce qui nous intéresse dans ce séminaire de philosophie éducative, l'éducation, est-ce qu'il s'agissait de généraliser, de particulariser ou d'évaluer par modélisation? Bon, alors donc ça avait fait cette espèce de mapping, et c'est en t'écoutant, Christian, que d'un seul coup, ça m'a sauté aux yeux qu'il manquait quelque chose dans ce schéma. Il manquait une nature d'image. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que j'ai complètement oublié de mettre là-dedans? En fait, on voit, c'est surtout des images très techniques, hein, très informatiques, issues du numérique. Bah, il manque l'image poétique, la poésie qui avait fait l'objet de notre dernière ou avant-dernière soirée thématique autour du travail de René Barbier. Et donc, je m'aperçois avec le recul, mais j'avais dit lors de cette soirée que je ne me sentais pas très sensible à la poésie, que pour moi, c'était un handicap, justement. Et mon petit séjour à Montréal, il n'y a pas longtemps, m'a permis de rencontrer des artistes, plusieurs, et de me rouvrir un petit peu à cette dimension que je souhaite poursuivre à travailler. Et donc, je me disais, cette image poétique mobilisée par un enseignant-chercheur, René Barbier, est-ce qu'elle trouverait sa place dans ce schéma ou est-ce qu'il faut ouvrir le paradigme? Tu parlais un peu de transdisciplinarité tout à l'heure, Christian, et effectivement, est-ce que là, on n'est pas vraiment coincé dans un paradigme très binaire de 0 et de 1, sans tiers inclus et encore moins de tiers cachés? Alors donc, non, probablement, évidemment, elle manque, et oui, elle trouverait certainement une place quelque part, mais peut-être pas une place en aplat, mais une place en 3D. Bon, si un jour je reprends ce schéma, j'y penserai. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant je vais partager le diaporama que Christian avait préparé, et puis on va se laisser porter un petit peu par ces images-là. Et bah, peut-être, Christian, si tu veux, tu peux nous dire quelques mots pour chacune d'elles, pourquoi tu les as sélectionnées par rapport au panorama d'ensemble que tu as déployé tout à l'heure. Oui, bah, On n'est pas obligé de toutes les faire, sinon je les fais défiler, puis tu interviens comme tu veux. oui, bah, fallait peut-être défiler, parce que j'avoue que je me souviens plus très bien dans quel sens je les avais mises.
Ça, visiblement, c'est une œuvre de jeunesse chez René, Oui, hein, vu la oui, alors ça, typographie. Myriam Le Mouchois qui est là le connaît, hein, c'est issu, j'ai pris ça sur une revue de poésie à laquelle participait de très près Myriam Le Mouchois, Christophe Forgeot aussi, d'autres. Et c'était une illustration qui était sur le numéro, j'avoue, je ne sais plus, numéro 2, numéro 3 peut-être de cette revue, Le Matin déboutonné, qui était édité d'ailleurs à Paris 8. Donc ça, il l'a fait manifestement avec un des premiers logiciels graphiques, certainement à la souris, et on reconnaît quand même quelques possibilités de tampons, un peu comme des tampons. Myriam, si tu le connais, tu veux le commenter peut-être? Oui, en fait, l'objectif de la revue était de travailler un peu la problématique de la traduction en poésie, que ce soit d'une langue à l'autre ou de l'image et du dessin. Et René avait trouvé, bon, René était évidemment dans le comité de lecture, enfin, était dans le comité fondation, il nous avait beaucoup aidé à faire cette revue avec Christophe. Et en fait, il avait trouvé intéressant de prendre au vol comme ça le défi de faire ces liens poésie-image. Donc, il nous avait donc proposé ces dessins. Quoi. Mais sinon, en effet, là, c'était les logiciels de dessin vraiment dans le b.a.-ba. Je me suis refait des choses très simples comme ça aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était vraiment dans le cadre justement cette question qu'a soulevé Christian aussi de savoir le langage universitaire est un langage articulé, parlé. Quelle est la place de l'image? Un petit peu, c'est des questions qui sont fondamentales dans le cadre d'une valorisation de l'imagination d'une manière générale dans les sciences. Quoi. Oui, Hop, oui, je oui. coupe, Et je te c'est vrai laisse. que, merci. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment frappé. J'ai rencontré René assez tardivement, et ça m'avait frappé de voir dans ces illustrations d'articles scientifiques, en première page, même des images apparemment sans lien. C'est presque des illustrations de sa part, peut-être comme celle-ci ou comme d'autres, et ça m'avait interpellé. Alors là, on est plus sur du coloré, là. Je vais le lire peut-être. Trois formes viennent au monde dans le sillage d'un oiseau accueilli. Qui me dira leur nom? Qui disparaît au cœur de l'instant? Moi, je crois que c'est un exemple que j'avais pris parce qu'il me semblait bien illustrer cette alchimie de l'image et de l'image poétique en même temps. Flamme d'herbe soleil, prise au piège malgré tout. Oui, c'est un peu la même logique. Je crois que c'est Myriam qui me l'avait transmis celui-là, il n'y a pas très très longtemps, non? Non, c'est pas moi là, mais il est Non. vraiment superbe ce dessin. Enfin, là, Oui. moi, je suis prof en art plastique, donc en fait, je regarde l'aspect plastique, il est très intéressant en termes de créativité, le peu qu'il dit à la fois dans le graphisme, dans la couleur, on sent que il n'y a pas seulement l'illustration, il y a quelque chose de sensoriel aussi dans ce rapport à l'image chez René, quoi, qui est presque artistique. Enfin, je dis presque. Il avait d'ailleurs par rapport aux arts visuels comme toujours un petit peu une sentiment de une honte par rapport au milieu dont il venait, qui ne lui avait pas donné cette culture artistique. Pour lui, les arts, la première art qu'il avait, c'est pour ça qu'il aimait aussi l'accordéon, c'était la musique qui était un art populaire. Quoi. Là, il se retrouvait pleinement au travers cet art-là, la poésie aussi, mais il avait toujours un petit peu comme ça ce recul par rapport aux arts visuels, à la fois une fascination, et puis de l'autre côté, toujours aussi de se dire, ah mais non, ce n'est pas mon domaine. Quoi. Pourtant, il fait des choses très intéressantes comme on le voit là. Mais ce rapport, on le retrouve chez toi, Florent, quand tu dis, moi, la poésie, c'est pas mon truc. Enfin, je veux dire, il y a là un rapport des chercheurs universitaires à l'art qui est un peu quand même étrange. Pas pour moi qui est spécialiste en art et ayant fait ma carrière dans une faculté d'éducation, il y a quelque chose que je retrouve toujours de la même fascination pour les chercheurs en éducation, à la fois une fascination pour les arts et toujours à dire ah mais non mais je sais pas. Bah, écoute, tant mieux, c'est ce fameux côté sensible, hein, que Christian a évoqué plusieurs fois en introduction de cette soirée. Effectivement, d'ailleurs, René, si je me souviens bien, n'acceptait en thèse que des personnes qui avaient une pratique artistique, quelle qu'elle soit. Je me souviens qu'il avait dit quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'il l'a pas fait systématiquement, que c'était un souhait, hein, mais en tout cas, il avait le souhait de ça,
probablement pour que ces doctorants, justement, soient sensibles aux différentes dimensions du sensible et pas seulement à un intellectualisme qui caractérise quand même très souvent, trop souvent notre profession dans le supérieur. Ouais. Et puis moi, quand j'ai laissé, parce que c'est vrai que j'ai eu enfin, il y a un grand trou entre le moment où je suis partie de Paris 8 et le moment où je reviens là maintenant. Et c'est vrai que c'est tout ce moment qui s'est consacré plutôt à l'aspect sensible religieux, qui est un autre aspect quand même de la sensibilité à mon avis. Et je pense que son retour vers la poésie et vers l'image et ce souci, là, genre, je suis bien contente de l'entendre, avoir eu ce souhait de vouloir des étudiants uniquement ayant une sensibilité artistique, parce que finalement, moi, je l'ai un peu laissé tomber comme ça. Enfin, je suis partie ailleurs, il y a aussi ça. Mais après ma thèse, il m'a agacé un petit peu d'aller vers la religion et de laisser tomber et pas s'intéresser assez à la poésie et à l'image, quoi. Et donc, comme quoi, j'avais raison quelque part. Et que lui est revenu à cela. Et c'est vrai que c'est peut-être la différence entre le discours de la religion et le discours des artistes, c'est qu'on est toujours autour d'une sensibilité, de quelque chose de très personnel, d'un rapport au monde particulier qui est presque corporel, physique ou transcendantal, je ne sais pas comment on peut voir les deux, mais qu'il y a quelque chose qui nous empêche toujours l'intellectualisme peut-être dans l'art et la poésie, qu'on peut peut-être trouver dans la religion. C'est une hypothèse. Alors, il faut juste préciser par rapport à la religion, euh, je ne pense pas qu'il avait un apport directement religieux dans son travail. Il était plutôt lié à la spiritualité laïque. Ça, c'était quelque chose à quoi il tenait véritablement beaucoup. Et alors, est-ce que en filigrane, on peut trouver dans ses propos, dans ses écrits ou ailleurs, des liens avec ce qu'on peut nommer du religieux? J'ai souvent eu cette tentation, comme toi, Myriam, tu vois, Peut-être d'aller que je m'exprime mal, de que dire moi ça. j'associe la pensée mythique à la pensée religieuse. Ah, Mais ça, ça ne veut pas dire en religion instituée catholique. Je pense à la religion taoïste, le taoïsme, des choses comme ça, qui sont des religions quand même qui pensent à un monde, une transcendance du monde et à ouais, la façon de se relier à nous dans le monde. ouais. D'ailleurs, le mot religion, quand René en parlait, il parlait avant toute son origine en termes de lien avec la reliance. Oui, oui. Donc en fait, quand je ne devrais pas parler en effet de religion, mais plutôt de rapport au mythe. Oui, ça Et c'est c'est sûr. vrai que c'est une question fondamentale. Dernièrement, j'ai retrouvé un livre de 1961 que j'ai lu là, qui s'appelle Mythe et poésie, qui travaille de cette question de lien finalement entre l'image et le symbole dans la pensée mythique et le symbole dans la pensée poétique. On est vraiment au cœur de l'histoire et je pense que c'est ça qui interrogeait René aussi beaucoup et avec la pensée scientifique, quoi. Ok. Non, on va finir quand même, excuse-nous. Non, non, mais c'est bien, on est déjà dans l'échange ensemble. Et effectivement, je pense que Philippe Fillon pourrait approfondir évidemment cette dimension de spiritualité laïque hein, qui nous a beaucoup inspiré, plusieurs d'entre nous ici, comme Mariana également. Mais c'est bien que tu le rapportes au mythe, effectivement, hein, parce que c'est la dimension du mythe et également du sacré. Hein, sont des choses qu'on va retrouver de façon récurrente ensuite dans son travail. Encore un oiseau. Hein, un oiseau très coloré. Cette fois, on voit qu'on a évolué dans le temps. D'ailleurs, ça ressemble plus à un pastel, j'ai l'impression, ou alors c'est un travail numérique façon pastel, puisqu'on voit un grain de papier ou un pseudo-grain de papier. Oui, Non. j'avais mis cela dans le PowerPoint, dans le défilé, parce qu'il me semblait que là, on arrivait dans. C'est toujours la même logique, hein, un peu depuis tout à l'heure, hein, l'imbrication image et image poétique. Mais là, j'avais l'impression que c'est vraiment fait sur ordinateur, ça, clairement. Oui, 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 Mais dans une période bien postérieure au premier oiseau noir et blanc de tout à l'heure, hein. tout à fait. Tout à fait. Ça pique un peu les yeux même. Hein. Oui, j'en avais mis deux, trois comme ça, hein, pour montrer les variations sur le même thème iconographique, quoi.
Alors là, on va passer à la photo, je crois. Oui, alors sur l'ancien journal des chercheurs, il y avait plusieurs types de photos. Il y avait bien sûr les photographies prises par René lui-même, et puis des photographies qu'il allait chercher dans l'océan du web. Voilà. Donc là, je pense que c'est le cas. Oui, en terre asiatique, hein, on parlait un peu tout à l'heure du taoïsme, à juste titre. La même chose, je pense qu'on a clairement affaire à une photographie trouvée sur le net. L'humanité crie famine, l'espérance parfois, une goutte de lait, par une, par une main Ben, délivre, l'oiseau s'envole vers son nid de reliance. alors, clairement, la photo vient du net, mais le texte est de René, là. Ouais. Et on a encore l'oiseau, hein. C'est vraiment dans cette sélection un, un item récurrent. Ouais, il faudra aller voir du côté de mon inconscient, là, parce que il a choisi. Dans ses poèmes aussi, hein, l'amour et l'oiseau, il y aurait de quoi faire hein, pour un psychanalyste certainement, ou je sais pas qui. Mais je pense aussi que c'est, si on prend aussi au sens mythologique, l'oiseau est quelque chose de fort aussi, hein, pour quelqu'un qui aime voyager, enfin dans sa tête d'ailleurs. Ah, ça encore, c'est une autre histoire, ça, René, les voyages. C'est comme l'image, il avait aussi, il aimait, mais il ne voyageait pas. Oui, Christian avait eu l'occasion de nous expliquer ça par le passé. Alors celle-là, elle est assez intéressante. Tout à l'heure, je parlais du tiers inclus, du tiers caché, des grandes notions transdisciplinaires, avec une troisième qui est la complexité, selon Edgar Morin. Donc là, on a vraiment une illustration. Quand on nous demande qu'est-ce que c'est que le tiers inclus, bon ben là, on pourrait reprendre cette image et la dupliquer, parce qu'on a vraiment cet aspect où il faut un changement de niveau de conscience, ce que Nicolescu va appeler un changement de niveau de réalité, pour voir apparaître entre deux apparents antagonismes, hein, les deux visages bleus de gauche et de droite, un troisième en filigrane noir qui unit, qui sépare et qui réunit. Voilà, donc là on a vraiment une belle illustration. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mariana, mais et également une ouverture vers le tiers caché, hein, puisqu'on est sur un fond cosmique qui va faire le lien ensuite avec Oui, d'autres je te sphères. remercie, Florent, parce que justement, on est en train de travailler avec Florent un texte sur l'art et la transdisciplinarité, où l'art, il a une place d'objet tiers, d'objet flottant. Myriam de Montchoix posait la question, mais finalement, quel est ce rapport de l'art et des chercheurs en sciences de l'éducation? Je dirais qu'il a une place de tiers entre les uns et les autres, entre le concept, les affects, les percepts. Il va donner un support et il va circuler et il va permettre une rencontre avec le sensible qui n'est pas forcément le cas du texte seul, du texte privé d'image, parce que souvent il fait des poèmes dessins. Hein. Il ne fait pas simplement des dessins, il fait des montages et il fait des images, poèmes, il construit du texte avec l'image. Mais c'est un objet qu'on pourrait dire un objet flottant. Il est là, il circule et il peut nous entraîner à un autre niveau de réalité ou de compréhension par l'émotion qu'il va déclencher, l'idée qui peut surgir, l'affect, la perception qu'on n'avait pas eue auparavant. Donc j'utilise les termes de Deleuze, hein, de la philosophie, affect, percept, concept sur le plan. Et on retrouve tout ça dans les créations de René, que je vois comme des objets flottants, des objets tiers, des objets transdisciplinaires, parce qu'ils permettent la circulation justement du non-dit, du non-intentionnel, parfois même de l'inconscient, dans un texte universitaire. Et c'est là toute sa richesse. Et c'était peut-être pour ça l'ambition de René,
qu'on soit peintre, qu'on fasse aussi du yoga, de la méditation. Je sais qu'il était très friand du fait qu'on fasse du yoga. Je ne sais pas, peut-être Filio peut en parler plus que moi, mais l'esprit méditatif, contemplatif, lui était cher, c'est évident. Et quand on dessine, quand on peint, quand on construit une image, on rentre dans cet état méditatif, contemplatif aussi. Voilà. Merci Florent. Philippe, si tu veux réagir sur le yoga, peut-être. Philippe, je ne sais pas si tu m'as entendu. Non. Ouais, si tu veux réagir sur la dimension du yoga. Oui, alors ça a un peu bugué, j'ai pas tellement entendu ta question. Mariana était en train d'évoquer que, au-delà de l'art, René était aussi intéressé par le yoga. D'ailleurs, il pratiquait lui-même des formes de tai chi ou de qigong, si je me souviens bien. Alors, toi qui es spécialiste de plein de choses, dont le yoga, ce serait intéressant, peut-être pour reprendre cette thématique par rapport à la question initiale de Myriam, le monde des enseignants-chercheurs en lien avec les arts et pourquoi pas avec les sens et le corps également. C'est une question ouverte. Là, ce que je rajouterais, oui, là, c'est vrai qu'il s'intéressait aux pratiques. Ouais. Ah bon, tant pis. Je voulais juste dire qu'il fallait différencier l'image et l'art. Voilà, c'est vrai que chez René Barbier, il y a une définition qui correspond aux arts figuratifs et aux arts modernes comme expression des émotions, ou qu'aujourd'hui l'art contemporain est dans la réflexion grâce à l'image et au support de l'image. C'est-à-dire qu'on va définir, D'Amico en 1950 a défini quand même l'art comme support de réflexion en lui-même, qu'il soit une image ou qu'il soit autre chose. Donc c'est tout le problématique que j'ai dans ce livre en 1961 qui vraiment résume le problématique de le lien entre l'art et l'image, entre le mythe et la poésie, quoi. Une question qui n'est pas si simple à résoudre parce que finalement quand on parle des images, on met des mots dessus et on ne parle pas des images, on parle de ressenti, de ce qu'on pense des images. Enfin, je veux dire, c'est ça la difficulté avec l'image. C'est comme avec les pratiques. Je vois souvent en éducation des très bonnes pratiques, mais les mots qu'on met dessus, ça ne vous correspond pas. Ben, j'ai un peu la même sensation avec les images. Que la réflexion qu'on peut avoir avec l'image est très difficile à traduire en mots, quoi. Mais que ce n'est pas une réalité dont on parle, c'est une manière de réfléchir. C'est différent et que c'est pas forcément des émotions dans l'image non plus. L'art contemporain, c'est pas des émotions, je suis désolée, quoi. Enfin là, c'est là où les limites actuellement pour moi dans la contemporanéité même des chercheurs, la mise en avant qu'on a de l'imagination aujourd'hui en éducation, quoi. On néglige la part sensible, la véritable part, c'est ce rapport sensoriel aux mots, au texte, à la couleur, à l'image, autre que la forme symbolique. Là, par exemple, dans Entre deux, trois, Florent, tu as interprété la dimension symbolique. Mais la dimension sensorielle, elle est ailleurs, hein. Elle est dans l'organisation de l'espace, elle est dans le toucher. Là, on est dans une image numérique en 2D, donc en fait, on est très limité aussi en termes de sensorialité. Enfin bon, bref. Et c'est peut-être d'être justement là, c'est là où j'ai toujours été à la fois fascinée par René, puis heureuse de l'avoir eu comme directeur de recherche, puis à la fois il m'agaçait, quoi. Parce que je suis en art essentiellement, et que pour moi, l'utilisation la confusion entre l'image et l'art, la confusion entre la parole spontanée, qui est peut-être une parole associative, et la poésie, n'est pas la même chose, quoi. Il y a quelque chose qui est très difficilement diffusable. Bon, bref, j'arrête, je parle tout le temps. Moi, j'avoue que j'ai jamais très bien réalisé. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, Philippe. Bon, je vais essayer de répondre à la question de Florent. Oui, alors j'avais un intérêt, pas simplement pour des références théoriques ou académiques, mais un intérêt aussi pour les pratiques, en particulier les pratiques corporelles et les pratiques spirituelles. Il y avait un intérêt très très fort pour les pratiques. Alors pour parler du yoga, il n'avait aucune expérience du yoga, mais plutôt du tai chi, mais bon, c'est quand même des pratiques relativement voisines. Et l'intérêt
l'intérêt de la pratique du yoga ou de la pratique du tai chi, c'est qu'on a, je vois Katia Mendez, donc je ne vais pas parler de tai chi. L'intérêt de ces pratiques-là, c'est qu'on a affaire à une articulation, et je pense que c'est ça qui l'intéressait en particulier, une articulation entre l'expérience sensible et l'expérience spirituelle. À la fois sur ces deux plans-là, sur le plan de la spiritualité et le plan de la sensibilité. La pratique du yoga, c'est une pratique, pour parler un peu en termes jargonnants, une pratique soma esthétique, c'est-à-dire qui met en jeu à la fois le corps et la dimension sensible. Voilà, et puis l'art, il y a une définition célèbre de l'art que chez Hegel, qui sort d'une sorte d'accord du sensible et du spirituel. Donc, je pense que ça pouvait l'intéresser sur ce plan-là. Cela dit, il ne connaissait pas grand-chose à l'histoire de l'art et en particulier à l'art moderne et l'art contemporain. D'ailleurs, pardon. Je veux dire, d'ailleurs, à ce propos d'art contemporain ou d'art plus classique, disons, j'ai jamais très bien réussi à savoir ce qu'il en pensait, quoi. Des tendances les plus expérimentales dans l'art contemporain, par exemple. Oui. Il n'a jamais eu d'idée. Oui, alors, pour lui, par rapport aux arts, il se mettait, enfin, si j'en discutais avec lui, pour lui, il disait non, je ne sais pas. Et il disait toujours, moi, mon domaine à moi, je sais le plus, c'est la musique. Et c'est vrai que là, il avait vraiment une vraie expertise artistique. Je pense que dans la musique, en tant que l'écouter, aussi bien la musique classique que la jouer, l'accordéon, etc. Et je pense que les arts visuels, déjà, je n'ai jamais vu aller dans une exposition d'art. Déjà, là, c'est mal parti et je ne l'ai jamais vu non plus citer un livre d'art. En tout cas, dans l'iconographie qu'il choisissait pour le journal du chercheur, je n'ai jamais vu une toile classique, par exemple. J'ai jamais vu une toile, j'ai jamais vu un Velázquez, j'ai jamais vu de l'impressionnisme passer. C'est plutôt des choix quand même relevant de quelque chose de plus enchâssé dans le contemporain. Ça, c'est sûr. Mais bon. Mais alors, c'est un peu paradoxal d'ailleurs dans ces images. Mais est-ce qu'il y avait des rapports? Il est dans l'illustration, puis des fois, il est quand même dans une création artistique, là, comme celle avec les brins, les brindilles. Je disais là, on sent quelque chose d'artistique. Et puis des fois, il est vraiment dans l'illustration avec un côté un petit peu même cucul à praline. Et pour être un peu. Mais pour lui, c'était plus l'image que l'art. L'art visuel, non. Mais pour lui, il avait quand même une dimension artistique. C'est bon de ne pas dire que il n'est pas inconnu à l'art, parce qu'il a la musique, la poésie. Et là, il était vraiment. Il lisait des poètes et il écrivait de la poésie. Comme il jouait de la musique, il écoutait de la musique. Mais au niveau des arts visuels, là, c'est vrai qu'il est plutôt du côté de l'image. Et est-ce qu'il y a des relations avec la peinture chinoise ou les arts orientaux? En fait, pour ce côté un peu symbolique, oui, pour ce qui est du geste, et entre autres, il aimait bien la calligraphie, pour lui, mais il a, entre autres, dans les cours d'improvisation poétique, il a utilisé la calligraphie, le geste, mais plus dans l'idée du tai chi, je pense, en lien avec le tai chi, on disait que le geste, un petit peu pour le corps, comme une forme de développement d'une pensée, quoi. Mais pas les arts visuels, là, non, là... D'ailleurs, je l'avais fait, j'ai un ami artiste qui avait demandé, qui avait fait un travail autour d'une image d'un condamné à mort, et René avait participé. C'est dommage, j'ai pas l'image, j'ai pas ce qu'avait dit René. Et on avait discuté d'art contemporain. À la fois, il acceptait tout à fait ces pratiques-là, mais j'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de l'art. Je sais pas, Christian, si tu connaissais un petit peu plus. Ouais, alors quand j'ai sorti un livre j'ai sorti un livre quand j'étais en séminaire avec lui sur l'art contemporain et la spiritualité, justement. Et il en avait fait un compte rendu, mais je sentais qu'il était... il y a des drôles de grésillements là. Oui. Myriam, c'est ton micro qui... un peu mal à l'aise avec les différentes formes d'art contemporain, mais
Bon, avec mon livre, il s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir dans ce domaine-là, mais on voyait que ce n'était pas son domaine d'expertise ou même son domaine de sensibilité. Oui. Je pense que ce qui était remarquable chez René, c'est qu'elle était à la fois, bon, la transmittait multiréférentialité, bon, c'était des soucis chez lui. Il avait à la fois comme ça ce côté touche à tout d'aller voir les choses et à la fois l'humilité de dire ah mais là je vais dans ce domaine-là mais j'y connais rien quoi. C'est-à-dire il n'avait pas de prétention et je pense que c'est ça aussi qui est remarquable. Par exemple l'image, on voit qu'il y a quand même, moi je trouve des dimensions artistiques dans certaines de ces images où on sent que là il est vraiment dans un rapport presque artistique, développer une pensée par la couleur, le geste de faire et puis d'autres fois il est vraiment dans le symbolique quoi. Mais bon, il soulève des questions, en effet, du chercheur du rapport toujours de même à l'éducation à l'image. Comment on utilise l'image, nous, en éducation, quoi. Est-ce que c'est pour son support symbolique? L'image a été introduite dans l'éducation à la Renaissance, à partir du moment où on a reconnu en 1398 à la cour de Padoue l'image, le dessin comme support à la cour pour témoigner en justice de ce qu'on pouvait pour décrire un événement. Donc on voit déjà ce problème de l'image, comment elle est dans l'éducation, présente en premier avant même l'art. Et moi, du coup, ce qui est difficile aussi justement en éducation, je trouve que bon, je suis très contente de l'image qu'elle prenne de la place, à la place de discours articulé, qui est très élitiste aussi quelque part, de maîtriser la langue écrite et la langue orale. L'image est beaucoup plus populaire pour faire comprendre d'une certaine manière. Mais de l'autre côté, la place que prend l'image en éducation, pour moi, me fait dire ah, mais quelque part, elle ne laisse pas entrer l'art dans l'école. Un peu violent la manière dont je dis les choses, mais je ne sais pas, on peut. Merci. Je poursuis du coup Oui, le feuilletage de notre catalogue. Moi, j'avais l'impression parfois quand je voyais ces illustrations là qui sont issues encore une fois de l'ancien journal des chercheurs, hein, qu'en fait, je suis pas sûr qu'il voulait surtout illustrer les choses, mais je ne sais pas s'il y avait une volonté profondément artistique au sens où on en parle là. C'était surtout pour égayer, vous voyez, tout simplement, peut-être égayer l'œil du lecteur sur le journal des chercheurs. Peut-être que par moment, il y avait des tendances à se dire, oui, cette image me paraît plus belle qu'une autre pour des raisons diverses. Mais je crois qu'avant tout, on en avait parlé souvent, on disait, oui, il faut égayer le journal, il faut mettre de l'image. Et c'est vrai, comme il écrivait énormément sur le journal, je pense qu'il n'avait pas toujours le temps de réfléchir une matinée entière ou une journée entière sur quelle image allait illustrer tel haïku. Vous voyez, je Mais pense qu'il faut aussi voir les images qui défilent là, à cette aune-là, quoi. moi, je suis pas tout à fait, je serais pas si sûre que cela par rapport à l'improvisation, au cours d'improvisation politique que j'ai fait avec lui, où il avait entre autres fait un exercice où vraiment, il nous racontait l'histoire un petit peu il nous demandait dans un premier temps de dessiner une première ligne, d'écrire quelque chose par rapport à cette première ligne qu'on voyait, de dessiner une deuxième ligne et continuer l'histoire, de nommer la ligne. Enfin, il y avait quand même et après de dessiner un cercle pour unir les deux lignes et de continuer à improviser la poésie comme ça. Donc là, on est, vous voyez, quand je raconte ça, il a une utilisation de l'image qui est vraiment un support à la réflexion. Il n'y a pas d'illustration. Donc je crois que des fois, en effet, il va illustrer. Là, je verrais par exemple dans cette image un côté quand même assez esthétique, autre que de support visuel. Je pense que quelque part, l'image l'aidait à réfléchir parfois aussi. Était le support de ces mots aussi avant d'être, enfin le support avant même que les mots apparaissent. Et faire venir les mots, pour faire venir les mots, oui, on peut dire ça comme ça. Elle n'est pas seulement l'image pour compléter les mots, elle est l'image aussi pour faire venir les mots. On n'arrête pas de te couper, Philippe, excuse-moi. Alors là, bon, j'avais mis aussi dans le défilé des images un certain nombre de schémas, un certain nombre de tableaux qu'il utilisait très fréquemment dans ses articles, dans ses ouvrages, comme je l'ai dit, mais aussi souvent dans des conférences sur les PowerPoint qui pouvaient être projetés derrière lui. Ah bon, là, on ne va pas tout décortiquer là, naturellement, hein, mais c'est pour montrer quand même
le besoin qu'il avait souvent, hein, de schématiser, oui, effectivement, sa pensée. C'est quelque chose de très très récurrent, récurrent chez lui. Voilà un autre exemple, bien sûr, on va en voir plusieurs. Ici, c'est intéressant parce qu'il propose également une carte conceptuelle avec différents auteurs, certains qu'il aimait beaucoup comme Jiddu Krishnamurti. On va retrouver René Char, un poète, évidemment, et puis tout l'imaginaire avec Gilbert Durand euh, et d'autres choses. Alors, j'ai envie de préciser qu'il y avait une limite à ça, c'est que sur la fin, lorsque les cartes mentales sont arrivées sur le marché, je me souviens qu'on avait eu plusieurs discussions avec François Fourcade là-dessus, qui était assez friand des cartes mentales. Puis moi, je détestais les cartes mentales. Et René n'aimait pas ça du tout non plus, quoi. Mais c'est un peu étonnant quand on voit, par exemple, ce schéma. Vous voyez, alors peut-être c'était l'automaticité, la programmation des cartes mentales qui le gênait, qui squeezait peut-être l'inspiration qu'il pouvait trouver davantage en faisant, en établissant lui-même ses propres schémas. Peut-être, c'est une hypothèse. Alors j'ai mis aussi des photos, hein, des photographies qu'il prenait. Il y en a beaucoup qui sont issues du net, mais également beaucoup de photos qu'il a prises lui-même et dont de très nombreuses sur la fin au Père-Lachaise. Voilà. Et il rajoutait sur ces photos, vous voyez, des textes. Et là, bien sûr, on est du côté de l'Holocauste, naturellement. D'ailleurs, la suivante est presque d'actualité. Oui, alors Encore, celle-là, effectivement, elle doit dater du premier mandat. l'élection de Trump, hein, et je crois qu'il avait Il aurait rajouté pu être par-dessus. Il aurait pu être influenceur de nos jours sur les réseaux sociaux parce que c'est le genre de photo avec une illustration comme ça qu'on peut trouver aujourd'hui sur Instagram ou Facebook, hein. Je pense que si René avait été, oui, avait été plus jeune, peut-être qu'aujourd'hui il serait, je pense, très présent sur les réseaux sociaux. Pas forcément avec ce type d'image, hein, mais d'une manière générale, il aurait aimé beaucoup ces supports, hein. Alors là, c'est intéressant, on a eu deux images coup sur coup, sans texte, hein, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à présent dans la sélection. Euh, Oui, tout à fait, oui. voilà, on revient un peu aux deux cette fois. Ouais, là, j'avais mis ces quelques photos là sur le PowerPoint parce que ça reflétait aussi son sentiment écologiste, qui était très, très, très présent chez lui, hein, bien sûr. Et les concepts d'auto, éco, hétéroformation notamment, bien sûr. Entre autres, oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est des photos prises par lui, et j'avoue que je ne sais pas où c'est. Mais bon, peu importe. Encore le Père Lachaise, probablement. Oui. Oui, là, on est du côté des poètes, hein, bien sûr. C'est la tombe d'Apollinaire au Père Lachaise. Est-ce qu'on pourrait dire que René avait une fascination pour la mort? Bah, il habitait déjà à côté du Père Lachaise et c'était le Voilà. parc le plus beau à voir à côté de chez lui. Déjà, on peut se dire ça. Mm. Non, Fascination par la mort, moi je me souviens que dans le Dufin, il était de ceux qui voulaient accepter d'en parler. Bon, il y a eu je me souviens de ce qu'il avait dit aussi quand Agnès était décédée. Elle est décédée quasiment dans ses bras, hein, sa compagne. Et il était capable d'avoir un discours distancié. Maintenant, entre le moment, comment il a été à la fin de sa vie, dans quel rapport à la mort, je ne sais pas. Peut-être
Comment est-il décédé? Je ne l'ai pas su, ça, Christian. Il est décédé à l'hôpital. J'oublie d'ailleurs l'hôpital, j'y étais, mais enfin, non, à côté de chez lui. Hein. Il a eu Il le est temps donc décédé de en se fait voir mourir. Hein. d'un cancer du foie, d'un cancer assez rapide, très très Ah, rapide. ouais. Et la dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était 3-4 jours avant, alors qu'il était encore chez lui. Et Mhm. il semblait serein. C'est-à-dire que moi j'avais l'attitude de l'imbécile à côté, à qui quelqu'un dit, ben voilà, je sais que c'est fini, et j'accepte ma finitude. C'est les termes employés. J'accepte ma finitude, c'est fini, voilà. Et donc, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ça. Voilà, après, c'est là-dedans. Il était beaucoup dans la transmission. Je le revois montrer la bibliothèque, me disant, voilà, ça c'est les livres pour toi, ça c'est les livres pour Christophe, ça c'est les livres pour ma fille, etc., etc. Vous voyez, il était vraiment dans la transmission et dans l'acceptation de la finitude. Par ailleurs, j'ai retrouvé dans ces textes récemment, pour le journal des chercheurs encore, des moments où il parle de la mort comme non pas d'une compagne de toujours. Il ne parlait pas de lui, il parlait de l'être humain et de toute chose vivante et de toute chose qui vit. C'est-à-dire qu'on ne vit pas sans la mort, l'interpénétration des deux, et que, en quelque sorte, alors moi, c'est moi qui dis ça, là, hein, au moins on n'est jamais trompé par la mort. Quoi. Elle ne voulait jamais tomber. C'est moi qui C'est rajoute ça, mais c'est peut-être un résumé très très rapide de ce qu'il avait dit d'une façon beaucoup plus intelligente. Il en a, enfin, c'était un sujet donc il a toujours accepté, enfin même il se battait contre l'idée que dans les sociétés occidentales on parlait pas de la mort, on n'acceptait pas d'en parler quoi. Mais bon, entre le discours qu'on tient face à la mort et la réalité à la fin de la vie, il y a souvent un décalage. Donc bon là, il a été cohérent jusqu'à la fin, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est-à-dire que la réflexion qu'il a eue par rapport à la mort l'a aidé à mourir d'une certaine manière. On peut dire ça, Christian, je sais pas. Moi, je ne sais pas, les dernières minutes de René, je ne les connais pas. Je n'étais pas là. Mais je sais que Mais 3 ou 4 jours avant, c'était ça. J'avais l'impression d'une certaine sérénité. Il avait voulu à tout prix qu'on aille au restaurant en plus ce jour-là. Et moi, je ne voulais pas aller au restaurant. Je le sentais trop faible, etc. Mais il avait absolument tenu à y aller et avec une attitude presque semblable aux... Non, j'exagère quand même. Mais une attitude ouais, de vivant, d'un vivant, quoi, au restaurant. Pas d'un bon vivant, mais de quelqu'un encore en vie et qui vit vraiment, quoi. Tout en sachant que l'inéluctable est très proche. Merci. Pour terminer, je reviens sur le premier oiseau de la série, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, ceux qui étaient connectés dès le début, mais Jean Villemer, ici présent, a un oiseau en liberté dans son bureau, qui est passé nous faire des petits coucous sur son pull tout à l'heure. Il a quitté son écran pour l'instant, mais il est resté avec nous un bon petit moment. Bien, eh ben, on a terminé de montrer cette sélection iconographique. On a commencé à avoir quelques échanges, ma foi, très intéressants sur différents sujets que, que nous ont évoqués les visions de ces images. Il nous reste un gros quart d'heure. On peut le mettre à profit. Si certains d'entre nous ici qui n'ont pas encore trop parlé, je vois Edith qui est parmi nous, qui a fait beaucoup de travail sur les correspondances justement entre les arts, notamment les arts plastiques et ses recherches sur les milieux du vivant, d'ailleurs, hein, comme la rivière, des recherches de type scientifique et pédagogique. Voilà, c'est ouvert. Katia qui nous a rejoint également, on avait commencé à parler du yoga, des arts internes, hein, qui est une expression que j'ai apprise de toi et que j'aime bien réutiliser quand l'occasion se présente. Voilà, donc du coup, et Christophe, bien sûr, qui est là aussi maintenant, qu'on est très content de revoir. Donc, et Jean, hein, puisque lui, c'est peut-être celui qui a le plus pratiqué les oiseaux parmi nous.
Voilà, donc ça nous fera plaisir que si chacun veut prendre la parole et retentir un peu, pour reprendre ce verbe de René, retentir avec cette petite heure qui vient de s'écouler déjà entre nous. Je vous laisse libre, soit la parole aux dames, mais je voudrais surtout pas faire de genrisme. Alors Katia, ton micro est ouvert et Edith aussi. Ah, on t'entend pas Katia par contre. Enfin, ton micro est marqué comme ouvert, mais j'ai l'impression que tu es sur une tablette. Alors, je sais pas si la connexion se fait bien. Peut-être Edith, si tu veux commencer, pendant que Katia règle ses histoires de micro. Ah non, vous vous êtes connectés en écoute seule, l'une comme l'autre. C'est pour ça que vos micros ne s'activent pas. Et avec cette interface, je pense le mieux, si vous avez gardé le lien de connexion facilement, c'est que vous quittiez la salle et en vous reconnectant, le logiciel va vous proposer écoute seule ou bien écoute et micro. Tu penses pas pouvoir le faire, Edith, de ton côté? Je suis désolé, je peux juste te faire On t'entend pas, Christophe, non plus. Tu dois être dans le même cas. Tu dois être dans le même cas. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter. Et au moment de la connexion, le système devrait vous proposer non, ni l'un pour l'autre. Il n'y a rien de plus frustrant. Si on savait lire sur les lèvres ou les langages des signes, on serait sauvé, mais on n'est pas très nombreux. La télépathie, ça viendra un jour. Mais... Oui, la prochaine fois, si on réutilise ce système d'IBB, on mettra un petit nota, utilisez bien connexion micro et audio. Oh, mais Christophe va revenir quand même là. Bah, j'espère, et Katia aussi. Et qui est-ce qui a levé la main? Jean, vas-y si tu veux t'exprimer, si toi ton micro fonctionne. Oui, moi, je suis toujours, ça me fait toujours rigoler de voir les nouvelles technologies, le problème qu'on a à intégrer cette nouvelle technique-là, et je me dis, bon sang, qu'est-ce qu'ils avaient fait du chemin rendu à Star Trek? Ils avaient fait tous ces problèmes-là. Je me demandais par rapport aux discussions que j'ai entendues tout à l'heure concernant l'art, puis les liens entre les œuvres artistiques et différents domaines, notamment l'éducation. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on parle de la même chose quand on se place du point de vue d'un créateur de discours artistique, de celui qui produit des œuvres, et si on se place du point de vue de celui qui reçoit les œuvres, qui les consomme, qui les voit de l'extérieur? Est-ce qu'on parle de la même chose? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, Jean. Est-ce que c'est la même chose? Tu l'as comprise. Alors vas-y, si tu veux. Compris, c'est à fait. En fait, c'est justement l'objet de mon séminaire au Brésil, ça qui m'intéresse. C'est qu'actuellement, dans l'enseignement des arts, dans l'éducation en général, on a beaucoup mis en avant les arts comme développement de la créativité, de la création. Et donc, en fait, on a laissé l'appréciation en dehors de cela. Et on a eu aujourd'hui, par exemple, on le voit que D'Amico, par exemple, en 1950, il va attribuer la réflexion artistique aux créateurs en situation de création. Mais pour ce qui est de l'appréciation des images, finalement, la réflexion artistique, ça, c'est pas. On va parler d'une pensée critique d'un sociologue, d'un psychologue, d'un autre domaine que de celui des arts. Et je pense que là, il faudrait aller en effet plus loin qu'on ne va actuellement, et de dire que la réflexion artistique, elle peut être aussi bien dans l'appréciation d'une image que dans sa création, et que c'est la même réflexion qu'il faudrait développer en éducation, et non pas une appréciation des images de sociologues ou d'un tel philosophe, et puis une création d'images par des artistes. Je ne sais pas si, Jean, je réponds à ta question de cette manière-là. Oui, un petit peu quand même, mais de mon point de vue à moi, qui suis quand même un producteur d'images, j'ai tout le temps l'impression que
je ne suis pas certain d'avoir la même appréciation des images des autres, et la même relation avec l'art des autres que j'ai par rapport à l'art quand je suis en train d'en produire. À mon avis, c'est une très bonne question. Justement, j'ai prévu des entretiens avec des artistes là-dessus. C'est de me dire finalement, surtout les artistes contemporains qui vont être autour d'une réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va demander à l'artiste d'intervenir dans des milieux et de développer une réflexion sur ces milieux in situ pour développer des territoires, par exemple. Et là, moi, ça me fait dire que finalement, l'artiste, il apprécie à la fois les œuvres des autres pour échanger avec les autres et former les autres aussi dans le cadre d'une formation par les pairs, mais il va aussi apprécier les images des autres pour la création de ses propres images aussi. Il va apprécier aussi des territoires qui ne sont pas forcément des œuvres d'art ou des images instituées comme art, pour à la fois les transformer en art et en création et en image artistique. Donc voilà, c'est pour ça que je vois les liens très forts autour de quelque chose qui serait une cohérence qu'on devrait donner aux arts, autour de en essayant de réunir de nouveau un peu plus appréciation et création plutôt que d'essayer de les séparer. Mais bon, c'est un projet de longue haleine parce qu'on a longtemps séparé les choses depuis la Renaissance, en formant même des artistes à l'appréciation des images par des intellectuels et non pas par des artistes. Mais bon, c'est un projet, à mon avis, Et là, c'est là peut-être aussi qu'on se rejoindra enfin entre l'image et l'art dans l'éducation, quand on aura réussi, peut-être dans le domaine des arts, à réunir appréciation et création autour d'une même chose, quoi. Parce qu'on voit bien l'histoire de l'illustration ou de réfléchir par l'image. Comment les deux, et c'était la question un peu de la revue au départ, Christophe, si tu te souviens bien, pour la revue, on avait cette question de la traduction d'une langue à l'autre, mais aussi du poème à l'image, comment tout ça, ça se jouait. En fait, finalement, on se rend compte, Christophe, tu vois, que ce qu'on avait intuitivement dans la... Enfin, c'est surtout, je pense que ça venait de toi, le projet, que ce projet-là, finalement, il est pas fini. Hein, il est l'objet de vraiment de réflexions profondes et nous interroge sur la place de l'image. Mais c'est là où on peut regretter aussi que des chercheurs comme René, qui ont initié des pratiques, n'aient pas assez poussé loin la réflexion. C'est-à-dire que j'aurais le regret aujourd'hui, j'aimerais entendre aujourd'hui René dire pourquoi il utilisait les images et pourquoi il les utilisait différemment, etc. Bon, je prends trop la parole, je laisse tomber. Bon, je crois que Christophe a récupéré son micro. Oui, je pense. Oui, super. À toi la parole du coup. Bon, j'arrive un peu en retard, donc j'ai rien de spécial. J'avais rien prévu, rien de spécial à dire. Juste pour rebondir sur le matin déboutonné, la poésie dans laquelle on proposait justement que les poètes, les personnes traduisent eux-mêmes, les personnes traduisent elles-mêmes leurs images poétiques à une autre, ou soit d'âge, on va dire, physique, en traduction de leurs images poétiques. Et René avait participé très tôt en proposant de lui-même ces compositions qu'on a vues à l'écran, l'oiseau là que l'on a vu, et l'autre image aussi. Et c'était venu spontanément de lui, on n'avait rien demandé. Et voilà, il m'avait proposé ça pour participer tout de suite. Donc, il avait traduit des mots, ou en tout cas, il avait mis dans une image à la fois des mots et à la fois un dessin, et à l'époque, un dessin en plus par ordinateur, ce qui était... Enfin, moi, ça m'avait surpris. Et en même temps, pas tellement de lui, parce que bien sûr, il était déjà très féru de l'outil informatique, et je le savais, mais c'est pas venu à l'idée. À l'époque, j'aurais fait moins d'un. Et lui, il était vraiment comme à la pointe voilà, il était dans la découverte, et il a fait ça spontanément. Donc, malgré tout ce que j'ai entendu là depuis que je suis là, je pense que
du coup, l'image, à la fois l'image poétique et à la fois l'image physique par un dessin, notamment un dessin par ordinateur, il était très. La question l'intéressait beaucoup, quoi. Hein, voilà. En tout cas, c'est ce que ça m'a montré. Le fait qu'il nous propose ça d'emblée, spontanément, de lui-même, ce mariage, cette alliance entre les mots et les traits, et les formes, et les volumes, même si c'est bien sûr à plat, mais l'oiseau là que l'on a vu, il est en 2 dimensions, mais moi je le vois en plus que ça. Je sais pas, je le vois bien cet oiseau. Il est pas seulement, c'est pas seulement un aplat du noir sur du blanc, mais je le vois aussi en volume. Et voilà, donc le fait qu'il ait présenté ça spontanément, ça me fait la question, l'inspirait en tout cas. Voilà, la proposition qu'on faisait avec le matin des boutonnets l'inspirait et il avait tout de suite proposé. Il aurait pu traduire un poème dans une autre langue, mais non, il a proposé une image. Voilà. Et pour moi, ça c'est important. Voilà ce que je dirais comme ça d'emblée. J'ai envie parce qu'on va arriver à la fin là, dans cette alliance, dans cet alliage, plutôt, ou je ne sais pas comment dire, dans le rassemblement des deux, de l'image et de la réflexion, je ne sais pas comment il se serait situé aujourd'hui, par exemple, par rapport à, non pas l'envahissement, mais l'arrivée de la BD dans les recherches. Non pas les recherches sur la BD, mais les recherches en BD, en bande dessinée. Vous voyez, parce que là, on a quelque chose qui devient non pas massif, mais de plus en plus important dans les sciences humaines, non seulement du côté français, mais probablement outre-Atlantique et ailleurs aussi. Et là, je ne sais pas du tout quoi en penser moi-même, là, dans un premier temps, mais ça aurait été intéressant d'avoir son avis. Même chose sur l'intelligence artificielle pour la production d'images, du côté de l'IA. Et Christophe, je rappelle que Christophe a fait un article sur l'IA il y a pas longtemps dans le journal des chercheurs, il y a 2 semaines, je ne sais plus très bien. Mais voilà, vous pouvez aller le lire. Hein. Et donc voilà, c'est une interrogation qui nous montre aussi que déjà le temps a bien passé depuis la disparition de René, il y a 7 ans. Mais en 7 ans, il s'est déjà passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ben maintenant, c'est à nous de faire le boulot, quoi, d'essayer de réfléchir à notre tour, peut-être sur les bases qu'il a pu laisser. Quoi. L'ambition est énorme parce que c'était quand même un touche-à-tout assez incroyable, avec une humilité lui faisant dire qu'il n'était pas spécialiste de tous ceux qu'il manipulait, conceptualisait, travaillait, etc. Moi, je pense un peu à Cocteau, en fait, avec lui, c'est-à-dire quelqu'un de multifacette, avec des talents pouvant s'exprimer dans tout un tas de champs, et finalement une personnalité construite par cet assemblage. Qui me fait dire que c'est un peu comme en matière de soins. C'est pas tant le médicament ou la prescription que le médecin ou le soignant qui va aider la personne, pourvu qu'elle soit consentante évidemment, sinon ça ne marchera pas, à arrêter de fumer, guérir de ceci, de cela, etc. Donc je suis vraiment très heureux qu'à partir de ce thème de l'image que nous avons choisi pour clore cette année avant la reprise à partir de septembre, cette image finalement nous a ouvert à la musique, au corps, au texte, aux articulations entre ces différents médias et moyens d'expression, avec peut-être pour trame globale le sensible, le dépassement des apparences et notamment des contradictions apparentes et tous les questionnements que nous avons pu suivre au fur et à mesure de se dérouler à partir de ce joli choix d'œuvres picturales sous toutes leurs formes. Bien, et ben écoutez, est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot pour nous approcher de la conclusion? Bien sûr, Christophe. Oui, moi j'aurais juste dit que donc
j'ai appris dernièrement, on parle des images, que nous avions reçu des images, cher Christian, reçu des images du film donc de l'hommage à René, à Paris. Et donc c'est fantastique. Voilà. Nous avons enfin le film. Oui, et ce que tu dis, c'est très important parce que ça veut dire aussi qu'on a mis 6 ans et demi pour avoir ces images-là, et que les images, finalement, ça ne se donne pas comme ça, quoi. Il faut Ça se parfois... mérite, hein, les images pour René, oui, ça se mérite. Ouais. Mais c'est fantastique. C'est bravo à Florent, bravo à Christian, bravo à vous. Et voilà, là vraiment, c'est vraiment incroyable parce que là vraiment, Christian, t'y croyais plus, moi non plus. Et puis la surprise et les images de cet événement-là. Et comme ça, tu peux le voir. Je ne suis pas encore allé voir hein, ce que c'était, mais je vais y aller avec Oui, il y a grand 2 plaisir heures et de intérêt, et spectacle. avec émotion aussi, parce que voilà, je m'en souviens Alors, très bien de cette soirée, bien sûr. juste un dernier mot pour conclure là-dessus, parce que j'en avais dit quelques mots tout à fait en intro En tout à l'heure, introduction. il faut bien de le répéter. Et si vous allez voir cette vidéo, hein, donc ne vous inquiétez pas, au début, il y a à peu près 3 minutes sans image, justement sans image, écran noir. C'est parce qu'on avait diffusé un poème de René dit par René, enregistré, et on l'avait diffusé dans l'obscurité du théâtre. Hein, donc, évidemment, pendant 3 minutes, il n'y a pas d'image, il n'y a que la voix. Et ensuite, On entend quelque chose quand même, donc on sait qu'il se passe quelque chose. et voilà. Bon, Katia qui nous a rejoint, peut-être si ton micro toujours pas. Bon, bah écoute, on est ravis de voir que tu as bonne mine, tu dois avoir le soleil du sud sur toi, et c'est une bonne chose. On conclut, Christian, du coup? Ouais. Bon, bah merci à tous. C'était vraiment un grand plaisir de terminer cette année ensemble. Avec Christian, je trouve que notre duo fonctionne pas trop mal. On a déjà exploré de nombreux thèmes. Il y en a encore. On s'était dit aussi qu'on pourrait ultérieurement inviter peut-être des personnes avec lesquelles René a travaillé, mais pas forcément seulement des universitaires. Il a travaillé un moment avec les milieux de la grande pauvreté aussi, par exemple. Hein, toujours ce multifacétisme que j'évoquais tout à l'heure. Donc, toutes les idées sont bienvenues hein, pour nourrir nos réflexions et poursuivre ce séminaire de philosophie éducative. Un grand merci et puis à bientôt sur le journal des chercheurs et sur le site du CIRET. Salut à tous, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Merci pour cette soirée sur ce thème.